Si vous étiez traqué par une psychopathe qui voulait voler votre identité, que diable feriez-vous? Une tueuse est en liberté dans cette station touristique. Et c'est la dernière personne que vous voudriez comme abonné. Je suis ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre la chasseuse d'influenceuses dans Influencer. L'escapade de rêve de cette influenceuse Instagram est sur le point de se transformer en son pire cauchemar. Dans un complexe hôtelier de luxe en Thaïlande, Madison passe sa journée à filmer du contenu pour alimenter ses comptes sur les réseaux sociaux et son vlog de voyage. Elle prend quelques selfies dans le jardin, va nager dans sa piscine privée et termine par un dernier post sur la plage. Une autre dure journée de travail s'achève. Le seul problème, c'est que son petit ami et manager Ryan était censé être là, mais il a annulé à la dernière minute, la laissant seule pour gérer l'affaire familiale. La bonne nouvelle, c'est que ce ne sera pas un problème très longtemps. Plus tard dans la nuit, Madison s'installe au bar de l'hôtel, et vous l'aurez deviné, elle commence à prendre d'autres selfies. Mais au bout de 10 minutes, un Britannique plus âgé s'approche d'elle pour engager la conversation. Quand elle lui demande ce qu'il fait en Thaïlande, il répond qu'il est là pour les femmes. Mais il ajoute rapidement qu'il plaisante. Madison lance quand même un regard au secours à une autre fille assise non loin de là. L'homme lui dit qu'il aimerait bien lui faire visiter la ville un de ces jours. Et c'est là que l'autre fille lui dit d'arrêter de se faire des films. Elle invite Madison à aller se promener, et voyant là une occasion de lui échapper, elles quittent le bar ensemble. La fille la met en garde contre les types comme lui, en lui faisant remarquer qu'ils peuvent sembler inoffensifs au début, mais qu'après quelques verres, les choses peuvent très mal tourner. Elle lui demande pourquoi elle voyage seule, et après y avoir réfléchi une minute, Madison lui raconte ce qui se passe entre elle et Ryan. Elle dit qu'elle est venue ici à la recherche d'une expérience magique, mais que jusqu'à présent, tout ce qu'elle a fait, c'est traîner dans le complexe touristique et s'asseoir au bord de la piscine. La fille lui demande si elle a des projets pour le lendemain, et c'est ainsi que toutes les deux deviennent les meilleures amies du monde. Mais cette fille n'est pas aussi digne de confiance qu'elle en a l'air. Ok, elle ne le sent peut-être pas, mais cette autre fille dégage des ondes bizarres, non? Être amicale, c'est pas un crime, mais elle s'intéresse un peu trop à la vie personnelle de Madison à mon goût. Maintenant, je dis pas qu'elle doit s'enfuir en scandant « étranger égale danger » à quiconque s'approcherait à moins de 4,50 m. Mais quand on voyage seul, il faut faire attention à ce qu'on partage avec les gens, parce qu'on ne sait jamais vraiment qui pourrait nous surveiller. C'est intéressant que sa nouvelle amie ait demandé à Madison pourquoi elle voyageait seule, au lieu de lui demander pourquoi elle était au bar toute seule. Ça peut sembler un choix de mots innocent, mais pour moi, ça pourrait être une gaffe qui laisse penser qu'elle la suit. Et pas seulement sur Instagram. En parlant de réseaux sociaux en général, une des principales choses que les experts en voyage conseillent, c'est d'éviter de partager trop d'infos personnelles sur Internet. Quand on voyage seul, c'est très dangereux de publier constamment sa localisation exacte, comme le fait Madison ici. Au lieu de ça, le plus sûr serait d'attendre d'avoir quitté un endroit avant de partager trop de détails sur le voyage. Et même si vous ne voulez pas que le monde entier connaisse vos moindres faits et gestes, vous devriez choisir une ou deux personnes de confiance que vous connaissez bien et prendre l'habitude de les tenir informés aussi souvent que possible de votre localisation, de vos activités, de vos compagnons de voyage et de tout changement de programme. De cette façon, si vous vous arrêtez tout à coup de répondre ou si quelque chose semble anormal, ils le remarqueront immédiatement et pourront prendre les mesures appropriées pour vous aider. Madison pourrait penser qu'elle a de la chance de s'être fait une nouvelle amie, mais la situation va bientôt commencer à déraper. Au cours de la matinée, les filles font une balade à moto à travers la campagne, jusqu'à un sentier de randonnée pittoresque dans la jungle. Madison sort immédiatement son téléphone et commence à filmer une vidéo de leur périple, parce qu'elle ne s'arrête jamais. Mais quand elle tourne la caméra vers son amie, celle-ci se dérobe rapidement et cache son visage. Plus tard dans la nuit, elle s'arrête dans un restaurant du centre-ville et déguste un peu de la cuisine locale. La caméra se régale en premier, bien sûr, étant donné que Madison ne serait pas une vraie influenceuse si elle ne documentait pas chaque repas. Elle commence à discuter de son petit ami, et sa nouvelle amie ne perd pas de temps pour salir son image. Après une soirée réussie en ville, les nouvelles meilleures amies rentrent à l'hôtel et se font un dernier gros câlin avant de se séparer. Tandis qu'elle retourne à son logement, Madison s'aperçoit qu'elle ne trouve pas ses clés. Mais c'est ok, parce que quand elle arrive à la porte, elle est grande ouverte. Service de chambre? Non. Effraction. Ça ne présage rien de bon. Madison entre lentement, regarde autour d'elle et se rend compte que ses affaires personnelles ont été saccagées. Sa tablette, son argent et pire encore son passeport ont disparu. Dans ces conditions, comment est-elle censée influencer? Elles descendent dans le hall et elle tire la tronche pendant que son amie signale le cambriolage à la police et à la réception. Mais en dehors de ça, elles ne peuvent pas vraiment faire grand-chose.
Le lendemain matin, Madison commence à remplir des documents pour pouvoir rentrer chez elle. Mais son amie lui dit qu'elle pourrait être coincée ici pendant près de 2 semaines en attendant que l'ambassade de Bangkok traite son nouveau passeport. Elle est frustrée à l'idée de devoir passer autant de temps à l'hôtel. Alors la fille lui propose de venir squatter chez elle. Et Madison accepte l'offre. Ok, ça fait pas partie des hashtags objectifs de voyage. Si votre passeport est volé pendant un séjour à l'étranger et que vous devez rentrer rapidement chez vous, la première chose à faire est de déposer une plainte auprès des autorités locales, comme l'a fait Madison. Je vous suggère cependant de le faire vous-même au lieu de laisser une parfaite inconnue que vous venez de rencontrer s'en charger. L'étape suivante consiste à se rendre en personne à l'ambassade de France la plus proche avec tous les documents de voyage et pièces d'identité que vous pourriez encore avoir. De là, ils pourront vous délivrer un passeport d'urgence temporaire qui pourrait être disponible dès le jour même selon la situation. Ça ne devrait pas prendre plus d'1 semaine au maximum. Ils pourront également vous conseiller sur les endroits sûrs où séjourner à proximité et sur les autres mesures à prendre pour vous aider à rentrer chez vous. Madison séjourne dans une région appelée Krabi, qui se trouve à 10 heures de route au maximum de Bangkok, où se trouve l'ambassade des États-Unis. Si elle veut vraiment rentrer chez elle, elle devrait voir s'il est possible de prendre un vol de l'aéroport de Krabi vers la capitale sans passeport. Et si ce n'est pas possible, essayez de louer une voiture ou trouver un autre moyen de transport comme le train ou le ferry qui peut l'emmener là-bas, au lieu d'aller chez son ami. Ça pourrait être un peu long, mais elle pourrait certainement y arriver en moins de 2 semaines, et commencer le processus de retour aux États-Unis beaucoup plus tôt. Maintenant, la meilleure façon de gérer le vol de votre passeport est de faire de votre mieux pour éviter que ça se produise pour commencer. Quand vous séjournez à l'hôtel, ne laissez pas d'objets importants tels que des documents et des appareils électroniques personnels dans des endroits où ils peuvent être facilement trouvés et emportés. Vous pourriez même investir dans un coffre-fort de voyage portable pour ranger des objets tels que passeport, pièces d'identité, carte bancaire et même votre argent liquide. Dans l'immédiat, Madison essaie peut-être de voir le bon côté des choses et de tirer le meilleur parti de cette regrettable mésaventure. Mais elle n'a pas idée à quel point les choses vont devenir encore plus insensées. Plus tard dans la nuit, Madison appelle son petit ami sur FaceTime et lui explique qu'elle ne prendra pas son vol de retour pour les États-Unis. Au lieu de s'inquiéter comme on pourrait s'y attendre, Ryan semble plutôt contrarié qu'elle ne soit pas à la maison à temps pour une séance photo qu'ils ont prévue. Et il la blâme plus ou moins pour ce qui s'est passé. Il s'assoit et demande plus d'informations de manière grossière. Et là, pour Madison, c'en est trop. Elle lui dit qu'elle veut rompre, mais il ne la prend pas au sérieux. Alors elle met brusquement fin à l'appel sans donner plus d'explications. Le lendemain, les filles traversent le pays et Madison écrit des notes sur le voyage dans son journal sans tenir compte des messages désagréables de Ryan. Elles finissent par arriver au port, où elle monte sur la moto encore plus cool de son amie, et se dirige vers sa maison dans la jungle. Dès qu'elles arrivent, Madison prend un livre sur une table d'appoint et remarque le nom Becky Wilson écrit à l'intérieur. Ce soir-là, au dîner, elle mentionne qu'elle a quelques idées sur ce qu'elle devrait faire demain, mais son amie lui répond qu'elle a déjà prévu une surprise. Elles se rendent sur le quai tôt le lendemain matin, et son amie les conduit vers un petit bateau vert. Madison se dit qu'elle est déjà en retard, alors elle sort son téléphone pour commencer à filmer. Mais son amie l'interrompt brusquement et la convainc d'attendre qu'elles arrivent à destination. Elle monte à bord et les filles naviguent longtemps sur l'eau jusqu'à ce qu'elles accostent enfin sur une île déserte. Madison se promène sur la plage pendant que son amie ancre le bateau. Et quelque chose attire rapidement son attention. Il y a un endroit où quelqu'un a récemment fait un feu de camp et un banc sur lequel sont gravées plusieurs marques de pointage. En vérifiant son téléphone, elle remarque qu'elles sont trop loin pour avoir du réseau. Ça veut dire qu'elle va devoir interrompre ses publications pour le reste de la nuit. Après le coucher du soleil, les filles allument un feu et Madison boit quelques verres de vin. Elle commence à raconter qu'elle écoutait des histoires effrayantes quand elle était scout. Et elle dit que ses amis auraient certainement cru que l'autre fille l'avait amenée là-bas pour la tuer. Son amie prend alors un air étrangement sérieux et lui promet qu'elle ne va pas la tuer, mais qu'elle va juste la laisser là. Elle continue à parler de son plan, entrant dans les détails sur la distance qui la sépare du continent et sur le fait qu'aucun navire ne passe jamais par là. Et elle parie qu'elle ne tiendra pas plus de 3 jours avant de mourir et de se faire dévorer par les crabes. C'est un sacré discours, et Madison ne la prend pas au sérieux. Mais ce sera sa plus grosse erreur. Madison lui dit qu'il y a une faille dans son plan. Elle est très populaire, donc les gens remarqueront son absence. Mais son amie lui répond que les petites filles qui la suivent ne viendront pas la chercher là. Et elle parie que si elle prenait le contrôle de ses comptes, personne ne remarquerait la différence. Madison n'y croit pas, et elle continue à faire la fête jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Le lendemain matin, Madison est toujours dans les vapes quand l'autre fille lui vole son sac, saute dans le bateau et l'abandonne à son sort, comme elle avait dit qu'elle le ferait. Ça fait une première victime, et il en reste 2.
Ok, la prochaine fois que vous vous retrouverez sur une île et que vous aurez le sentiment de ne plus vouloir en partir, n'oubliez pas de faire attention aux souhaits que vous formulerez. Elle a peut-être fini dans des eaux troubles, mais pour être honnête, sa nouvelle amie avait émis bien plus de signaux d'alarme qu'une journée agitée sur la plage. Allez Madison, finissons-en avec ça, tu veux? Tu as merde. Voyons comment tu es passé de célébrité des réseaux sociaux à pauvre naufragé seul au monde en l'espace de 72 heures. Voici un conseil. La prochaine fois que tu seras en voyage et que quelqu'un te piquera toutes tes affaires, pourquoi ne pas signaler toi-même le cambriolage au lieu de laisser une parfaite inconnue s'occuper de tout à ta place? Ensuite, elle te tend des papiers en vrac dans une langue que tu ne peux même pas lire, elle te dit que tes vacances viennent de se prolonger de 2 semaines, que ça te plaise ou non, et tu te dis « Tu sais quoi? Elle a l'air digne de confiance. Je devrais aller chez elle dans une maison au milieu de la jungle, dans une partie du pays où je ne suis jamais allée, et je vais faire aveuglément tout ce qu'elle me dit en attendant que tout ça se passe. » Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Pour aggraver les choses, tu as fait tout ça sans en parler à qui que ce soit, pas à une seule personne. Pour quelqu'un qui partage chaque seconde de sa vie personnelle avec des milliers et des milliers d'inconnus sur Internet chaque jour, ça te ressemble pas du tout, tu ne trouves pas? Je comprends que tu sois en froid avec Ryan, mais il n'est pas la seule personne au monde à qui tu parles, si? Même si tu n'as pas une très bonne relation avec tes parents, tu aurais au moins pu raconter à quelqu'un ce que tu faisais et où tu allais. Tu sais, juste au cas où un jour, lors de ton excursion improvisée entre filles, ta nouvelle amie préférée décidait de te laisser pour morte sur une île déserte ou quelque chose comme ça. En parlant de ta copine, il y a quelque chose d'un peu bizarre que tu as remarqué quand tu es arrivé chez elle, mais tu as vite zappé ce bouquin avec le nom d'une autre fille écrit à l'intérieur. Ça nous amène à un point important. Ça fait 3 jours, et j'ai pas entendu ta copine dire son nom une seule fois. Mais je suis presque sûre que c'est pas Becky Wilson. Ça fait un peu trop touriste américaine pour être honnête. Plus tard, on découvrira qu'elle s'appelle CW. Et c'est tout ce qu'on aura, juste 2 initiales. Ça semble crédible. Et c'est intéressant de voir qu'elle a l'habitude d'inviter des touristes américaines qu'elle rencontre par hasard chez elle au milieu de nulle part. Parfois, il faut se laisser porter par le courant, pas vrai? Perso, j'aurais peut-être quand même demandé qui était Becky Wilson. Et j'aurais commencé à être plus prudente si elle avait eu une réaction étrange. Mais chacun fait ce qu'il veut. Et maintenant, on en arrive à notre fatidique excursion en bateau. Traitez-moi de parano si vous voulez, mais je pense que les gens dignes de confiance ne vous invitent pas à passer la nuit sur une île déserte sans réseau, sans vous le dire au préalable, pour que vous puissiez prévenir vos amis et vos familles et leur donner des détails sur ce que vous allez faire et quand ils doivent s'attendre à avoir de vos nouvelles par la suite, au cas où quelque chose tournerait mal. Le fait qu'elle t'ait interrompu de manière agressive juste au moment où tu t'apprêtais à poster un message sur ce voyage m'a laissé un goût très amer. Et donc, toi, tu t'assois près du feu ce soir-là et tu prends quelques verres. Et tout à coup, cette fille se met à te faire un discours de 2 minutes sur la façon dont elle va attendre que tu t'endormes et te laisser pour morte ici sur cette île. J'apprécie l'humour noir autant que n'importe qui. Mais faut être capable de faire la différence entre quelqu'un qui te fait une blague un peu bizarre et une vraie psychopathe qui te balance son plan diabolique en pleine face. Comprends-moi bien, ma belle. Les gens normaux ne se mettent pas à déblatérer des choses comme toi qui meurs de déshydratation et des crabes des sables qui te bouffent les tripes. C'est un comportement de malade. Tu aurais dû prendre ce verre de vin dans ta main et te préparer à te battre avec. Mais au lieu de ça, ta réponse était plus ou moins « Je suis le personnage principal, donc rien de mal ne pourra jamais m'arriver ». Je suppose que maintenant tu commences à réaliser que tu étais un peu trop sûr de toi sur ce coup-là. Quand tu arrives à merder à tel point que tu te retrouves volontairement sur une île déserte, condamné à une mort horrible sans aucune chance d'être secouru, je pense qu'on peut dire sans se tromper que Madison, tu as merdé. Maintenant, il est indéniable qu'elle est dans une situation difficile. Mais elle n'est peut-être pas encore totalement fichue. La première et la plus importante étape consiste à trouver une source d'eau propre et potable. Sans rien pour vous hydrater, vous ne tiendrez probablement pas plus de quelques jours. C'est donc essentiel si vous voulez avoir une chance de survivre. Le meilleur endroit où chercher se trouve à l'intérieur de l'île, parce que c'est là que vous avez le plus de chances de trouver des petits ruisseaux ou des sources d'eau près des plantes. Si ça ne fonctionne pas, vous pourrez toujours utiliser les récipients que vous pourriez avoir, comme la bouteille de vin que Madison a laissée, pour essayer de recueillir de l'eau de pluie. Certains types d'aliments comme les noix de coco ou autres fruits peuvent servir à la fois de repas et de ressources hydriques. Ensuite, vous aurez besoin d'un abri pour vous protéger des éléments. Ramassez de longues branches, formez un tipi avec et tissez du feuillage à travers pour le recouvrir. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ça doit juste vous protéger un peu du soleil ou de la pluie. Si vous arrivez à ce stade, vous devriez être assez bien préparé. Une fois que vous avez de l'eau et un abri, il est temps d'allumer un feu.
Pour ce faire, rassemblez tous les bâtons secs que vous pourrez trouver et créez une mini-version du tipi que vous venez de construire. Vous aurez besoin de quelques fibres inflammables pour l'allumer que vous pourriez récupérer dans les environs. S'ils sont encore bien secs, la garniture des oreillers sur lesquels Madison dormait pourrait parfaitement faire l'affaire. Elle pourrait utiliser du bois ou des pierres pour produire une étincelle par frottement. Ou, si elle se sent d'humeur créative, elle pourrait concentrer un rayon de soleil à l'aide d'un des verres à vin. L'eau, un abri et le feu sont vos 3 besoins les plus fondamentaux. Ensuite, vous devrez commencer à penser à la nourriture. La meilleure source sera probablement le poisson de l'océan, que vous pouvez attraper en créant une lance de fortune. Pour commencer, il suffit d'aiguiser le bord d'une branche en la frottant sur une pierre. Vous pouvez également casser un des verres à vin et y attacher un morceau de bâton pointu à l'aide de fibres végétales ou d'un morceau de tissu de vos vêtements. Une fois que vous aurez votre lance, vous aurez pas mal de temps pour travailler la technique avant de mourir de faim. Enfin, vous devez essayer de faire signe à quelqu'un pour qu'il vienne vous secourir, parce que vous ne voulez sûrement pas rester coincé là pour toujours. La fumée de votre feu sera parfaite, mais il est également important de réaliser un signal passif, comme un grand SOS sur le sable. Trouvez une partie de la plage en pente pour qu'elle soit visible depuis les airs et depuis l'eau. Tracez les lettres aussi grandes que possible, puis remplissez-les de pierres et de branches d'arbres pour qu'elles ne soient pas emportées par le vent ou la marée. Et après ça, il ne restera plus qu'à attendre. Vous pourriez essayer de construire un radeau, mais sortir en pleine mer est dangereux, et vous finirez probablement par vous mettre dans une situation encore pire que celle dans laquelle vous vous trouviez déjà. Si vous avez de l'eau, un abri, du feu et de la nourriture, il n'y a vraiment aucune raison de précipiter les choses. Ça pourrait prendre des jours, des mois, voire des années. Mais si vous parvenez à vous accrocher, quelqu'un finira bien par passer un jour. Quelque chose me dit que Madison ne s'en sortira pas. Alors voyons si la prochaine victime de son ami fera mieux qu'elle. Madison étant éliminée du tableau, CW commence à s'approprier son identité. Elle utilise sa carte de crédit pour louer cette maison hors de prix dans les hauteurs, vide son compte en banque et commence à publier tout ce qu'elle a l'habitude de publier sur ses comptes de réseaux sociaux. Le plan est simple. Elle prend les vêtements de la jeune femme, met une perruque blonde et va prendre des photos et des vidéos tout au long de la journée en modifiant le visage de Madison une fois rentrée chez elle. Comme elle s'y attendait, ce qu'elle a dit sur l'île la nuit dernière s'avère exact. Madison a disparu et pour l'instant, personne n'a la moindre idée de ce qui lui est arrivé. Après avoir utilisé un émulateur de voix pour appeler les sociétés émettrices des cartes de crédit de la jeune femme et augmenter ses limites de dépenses, elle publie un message indiquant qu'elle fait une pause sur les réseaux sociaux et qu'elle ne sait pas quand elle reviendra. Et elle accroche une photo de Madison sur un tableau à côté de 4 autres filles qui doivent avoir été ses précédentes victimes. Maintenant que le jeu et les plaisirs sont terminés, CW se rend en ville et s'assoit pour dîner et boire des margaritas pour fêter ça. Mais tandis que le frisson de la chasse s'estompe lentement, elle pense déjà à sa prochaine cible. Elle se rend à la plage et voit des gens s'amuser, ce qui lui rappelle qu'elle déteste ce genre d'activité. Elle ouvre donc Instagram et commence à explorer son environnement jusqu'à ce qu'elle trouve une autre victime potentielle, une influenceuse nommée Jessica qui voyage également seule à Bangkok. Le lendemain soir, elle repère Jessica dans un restaurant de la ville et la suit à la trace jusqu'à ce qu'elle finisse par la coincer dans cette boutique. Elle entre dans le magasin avec désinvolture et dit à la jeune femme que le Bouddha de jade qu'elle s'apprête à acheter est un faux. Malheureusement, cette fois-ci, ça ne marche pas. Jessica dit qu'elle sait que ce n'est pas un vrai et qu'elle l'achète juste pour faire un petit cadeau à sa sœur. Elle paye rapidement la vendeuse et sort sans lui dire un mot. Apparemment, cette cible ne se laissera pas avoir aussi facilement avec ses techniques habituelles. Déterminée à l'avoir par tous les moyens nécessaires, CW retourne dans sa chambre d'hôtel et commence à faire quelques recherches supplémentaires. Elle réalise alors que la jeune fille utilise ses comptes sur les réseaux sociaux pour promouvoir un style de vie axé sur la confiance en soi. Et elle se dit que si elle utilise la bonne vieille psychologie inversée, ce sera son ticket d'entrée et elle pourra s'en approcher suffisamment pour la tuer. Le lendemain soir, elle retrouve Jessica dans un bar du centre-ville et se fait passer pour une de ses abonnées. Elle joue la fan éblouie et se fait passer pour une fille timide mais excitée à l'idée de rencontrer une célébrité des réseaux sociaux. Elle commence à s'éloigner, mais maintenant que la femme sait qu'elle est fan, elle l'invite à s'asseoir et à discuter. Tout se passe comme prévu. CW exploite essentiellement l'histoire de Madison, en lui disant que son petit ami a annulé leur voyage et en la flattant avec des compliments sur son style de vie de globetrotter. Après avoir mentionné qu'ils avaient loué une immense villa pour leurs vacances, Jessica commence à penser qu'elle pourrait utiliser l'endroit pour créer du contenu, et elle décide de la laisser les accompagner. Alors qu'elle est distraite par une séance photo le lendemain, CW récupère la carte d'accès de sa chambre d'hôtel dans son sac. Et maintenant, la phase 2 peut commencer.
Elles se séparent un moment le temps que Jessica aille dîner avec un sponsor. Et elles conviennent de se retrouver plus tard pour découvrir quelques endroits sympas dans le coin. Dès qu'elle est partie, CW se met au travail. Quand Jessica arrive à son hôtel plus tard dans la nuit, elle découvre que quelqu'un est entré par effraction et a volé toutes ses affaires. Et devinez qui elle décide d'appeler pour lui donner un coup de main. En un clin d'œil, la phase 2 est terminée. Les filles prennent le ferry pour se rendre au bungalow. Mais c'est là que les choses commencent à mal tourner pour CW. Quand elles arrivent, elles voient que la porte coulissante est grande ouverte et que quelqu'un a déposé des pétales de rose sur le sol menant à la maison et en bas des escaliers. De plus, il y a un dîner sur la table et une bouteille de vin. C'est Ryan, et il est là parce qu'il est à la recherche de Madison. Réalisant que tout son plan pourrait s'effondrer à tout moment, CW commence à tisser une autre toile mensongère tandis que Jessica va ranger ses affaires dans sa chambre. Elle dit qu'elle ne s'attendait pas à sa visite. Mais Ryan fait remarquer que c'était censé être une surprise. Après tout, la maison a été louée au nom de Madison. Et elle ne lui a jamais dit que quelqu'un d'autre allait y séjourner. C'est un moment assez gênant. Mais Ryan décide d'aller se coucher, laissant le dîner aux filles et leur demandant de le prévenir si elles ont des nouvelles de Madison avant lui. Au matin, CW appelle Ryan en se faisant passer pour Madison, en utilisant son téléphone et l'émulateur vocal de son ordinateur. Elle lui dit qu'il doit s'en aller. Mais il remarque que sa voix est bizarre, et il dit qu'il veut la voir en personne. C'était bien essayé, mais il semble que Ryan est bien décidé à rester. Jessica arrive pour commencer leur journée, mais CW lui dit qu'elle va en fait rester à l'écart, espérant pouvoir se débarrasser de Ryan pendant qu'ils seront tous partis. Le problème, c'est que Ryan s'immisce dans la conversation en disant qu'il veut les accompagner, et elle change donc rapidement d'avis et les suit. Pendant que CW leur achète à manger dans un bar de plage, elle surprend Jessica et Ryan en train de parler d'elle et de tout ce qui s'est passé. Ryan trouve que ça ne ressemble pas du tout à sa petite amie de laisser quelqu'un squatter chez elle pendant son absence, et il évoque l'effraction dans leur chambre d'hôtel. Mais avant qu'ils aient le temps d'en parler plus en détail, CW arrive et les interrompt. Ils se rendent dans un endroit pittoresque, et Jessica laisse échapper qu'elle compte rentrer plus tôt pour s'assurer que leur chambre n'a pas été cambriolée. CW se rend vite compte qu'elle a compris. Mais elle décide de faire l'innocente et dit que c'est incroyable la fréquence à laquelle ça arrive. Ok, alors, ça vous surprendrait ou ça vous paraîtrait très suspect que Jessica et Madison se soient toutes les deux fait cambrioler quelques heures après avoir rencontré cette fille? Personnellement, j'aurais de sérieuses questions à poser à CW. Et comme ils sont au milieu de nulle part et qu'ils sont 2 fois plus nombreux qu'elle, quel meilleur moment pour la cuisiner et découvrir ce qu'elle cache? Dès qu'ils ont commencé à comprendre, ils auraient dû continuer à demander des explications à CW, et ils n'auraient pas dû la laisser changer de sujet. Elle ne pourra pas mentir éternellement. Tôt ou tard, elle commettra une erreur et commencera à se comporter bizarrement. Et c'est seulement à ce moment-là que vous saurez qu'elle vous cache quelque chose. Vous n'obtiendrez peut-être pas de confession sur le champ, mais vous commencerez au moins à vous poser la question de savoir si vous devez ou non impliquer la police locale. Et si elle tente quoi que ce soit de bizarre, vous aurez l'autre personne sur place pour vous servir de bouclier de viande pendant que vous riposterez ou vous vous échapperez. À présent, il est temps d'avoir une confrontation officielle. Parce que la dernière chose dont vous avez besoin, c'est que cette folle vous coince seule quelque part alors qu'elle sait que vous vous méfiez d'elle. Mais pour Jessica, c'est exactement ce qui est sur le point de se produire. Plus tard dans la nuit, tous les 3 se rendent dans une boîte de nuit, et CW voit que Jessica a envoyé un message à Madison via Instagram. Quand elle se retourne, la jeune femme a déjà disparu. Elle suit donc son taxi de loin jusque chez elle. Pendant le trajet, elle consulte le message et s'aperçoit que Jessica a clairement des soupçons à son sujet. Après s'être garée devant la maison, CW dit au chauffeur de taxi de Jessica de partir, et elle entre à l'intérieur. Elle la surprend en train de faire ses valises en vitesse pour partir. La jeune femme lui dit qu'elle a décidé de prendre une chambre d'hôtel. CW fait pression sur elle pour qu'elle reste, mais Jessica évoque tout ce qui s'est passé de suspect, et elle dit qu'elle pense qu'elle essaie de se servir d'elle et de son argent. Elle continue à se disputer pendant 1 minute, jusqu'à ce que Jessica laisse échapper qu'elle la trouve flippante. Mais ça, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors que Jessica tente de s'éloigner, CW lui fracasse le crâne contre le mur de pierre. La jeune femme rampe jusqu'à la piscine, essayant désespérément de s'échapper. Mais il est trop tard. CW la tue en lui enfonçant le talon de sa chaussure dans le cou. Ça fait 2 victimes, et il n'en reste plus qu'une à tuer. Ok, c'était franchement pas glorieux. Comment peut-on se rendre compte que quelqu'un a de mauvaises intentions et le laisser quand même nous attaquer par derrière? Quand t'es sur le point de sortir de la vivante, c'est pas le moment de lâcher des invectives comme traiter une nana de sale psychopathe en pleine figure. Surtout si tu ne veux pas qu'elle te mette un pain ensuite. T'as vu ce regard dans ses yeux, non? Ce regard qui criait « Je vais te défoncer la gueule dès que t'auras le dos tourné pour ce que tu viens de me dire ».
Allez, Jessica, tu pouvais faire mieux. Étant donné que la bagarre était imminente, j'aurais contourné la pièce en direction de la sortie tout en la surveillant et en utilisant cette grosse valise pour créer un espace entre nous. Si elle s'était jetée sur moi, je lui aurais enfoncé ce truc dans les genoux et je me serais préparée à une lutte acharnée. Avec un peu de chance, je l'aurais déséquilibrée et j'aurais eu l'occasion de m'échapper ou de la frapper au sol. Pendant que Jessica rampait pour sauver sa peau sur le sol de la cuisine, elle a également manqué l'occasion d'attraper le pied d'une des chaises à proximité et de la lui balancer, ce qui aurait pu lui faire perdre l'équilibre et égaliser les chances. Ou mieux encore, si elle pensait vraiment que cette fille était une escroc potentiellement dangereuse, alors pourquoi ne pas simplement abandonner ses affaires, aller directement à l'autre hôtel en sortant du bar et contacter la police au lieu de se mettre en danger? Pourquoi au juste? Une valise pleine de vêtements qu'elle a probablement reçus gratuitement de ses sponsors? Ils sont peut-être chouettes, mais ils ne valent pas la peine de mourir pour eux. La meilleure façon de gagner un combat est d'éviter de s'y engager. Mais il semble qu'il soit un peu trop tard pour Jessica. Il ne reste donc plus que Ryan dont il faut s'occuper. Et nous allons voir s'il parvient à réagir avant de devenir la prochaine victime. Elle met le corps de Jessica dans une valise et commence à nettoyer les taches de sang. Mais c'est alors que Ryan entre avec une bande de mecs ivres qui l'a ramené du bar. Il demande ce qui est arrivé à Jessica, et elle s'empresse alors de mentir en disant qu'elle était trop ivre pour trouver un hôtel, et qu'elle a décidé de dormir jusqu'au matin. CW exige qu'il leur dise à tous de rentrer chez eux, et après avoir discuté pendant 1 minute, il accepte à contre-cœur de les mettre à la porte. Dès que la voie est libre, elle s'empare d'un couteau de cuisine et se dirige vers l'étage, prête à éliminer Ryan pour de bon. Mais juste au moment où elle s'apprête à passer à l'acte, elle reçoit une notification sur le téléphone de Madison. Il s'avère que Ryan a pris une photo d'elle avec Jessica alors qu'elle ne faisait pas attention plus tôt dans la journée. Et il l'a postée sur Instagram, la reliant directement, sans le savoir, aux 2 filles qu'elle vient de tuer. Ça faisait pas partie du plan. Le lendemain matin, CW leur prépare à tous les deux le petit déjeuner. Et elle dit qu'elle veut s'excuser de s'être mis en colère contre lui la veille au soir. Elle a même préparé une assiette qui donne l'impression que Jessica s'est levée tôt et qu'elle est déjà partie. La jeune fille dit à Ryan qu'il peut rester chez elle jusqu'au retour de Madison. Mais à ce moment-là, il regarde son téléphone et voit une photo d'elle avec un autre homme. Et la légende « Nouvel amour de ma vie ». Retouchée avec Photoshop, bien sûr. Il décide de faire un tour en scooter jusqu'à la mer pour faire le point sur sa vie. Et CW le suit. Il commence à parler du fait qu'il pense que son compte est nul sans lui pour le gérer. Et elle est d'accord, flattant son ego en lui disant qu'elle pense qu'il est vraiment cool et que Madison ne le méritait pas. Plus tard, dans un restaurant, elle glisse quelque chose dans son verre quand il ne fait pas attention. Il ne reste plus qu'à attendre le moment propice. Et elle joue avec lui en faisant l'éloge de son expertise des réseaux sociaux jusqu'à ce qu'il commence enfin à avoir sommeil et qu'il prenne un taxi pour rentrer à la maison. Dès qu'ils arrivent au domicile, CW conduit un Ryan à peine conscient maintenant dans la chambre. Et elle s'arrange pour donner l'impression qu'ils ont couché ensemble, avant d'utiliser son visage pour déverrouiller son téléphone et effacer toute preuve de son existence. Le lendemain matin, elle réveille Ryan et lui dit qu'il ne reste qu'1 heure avant le départ de son ferry. Il s'aperçoit que des activités d'adultes ont eu lieu la veille au soir, mais quelque chose ne colle pas. CW l'emmène au bateau et lui souhaite un bon retour. Dès qu'il est parti, elle prend les vêtements de Madison, la perruque blonde et son passeport et les brûle dans un feu. Mais elle décide de garder le journal comme une sorte de trophée. Au lieu de rentrer directement chez lui, Ryan décide de se rendre à l'hôtel où Madison séjournait initialement, et il commence à poser des questions. L'employé de la réception ne se souvient pas l'avoir vue, mais il y a quelqu'un là-bas qui pourrait le savoir. Alors qu'il perd espoir, il décide de s'asseoir au bar pour boire un verre de vin. Et c'est à ce moment-là que le vieux Britannique se pointe et commence à discuter. Il comprend d'après le langage corporel de Ryan qu'il a des problèmes avec une fille. Et Ryan lui montre une photo de Madison et lui demande s'il l'a vue. Au début, il ne se souvient pas. Mais après qu'il lui ait dit que sa chambre a été cambriolée, l'homme se remémore de qui il parle. Il dit qu'il ne les a pas revus depuis. Elle demande Ryan, et le type explique qu'elle était avec une fille qui avait une tache de naissance dans le visage. Il lui montre la récente publication Instagram de Madison à la station balnéaire. Mais l'homme dit que c'est impossible, puisqu'ils sont en pleine saison des pluies en ce moment. Or, sur la photo, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Ryan appelle un ami de Madison et il lui dit qu'elle n'a jamais mentionné avoir rencontré un autre gars, ce qui est extrêmement étrange pour lui, puisqu'il partage absolument tout. Après avoir raccroché, il ouvre une vidéo récente du compte de Madison et en la regardant image par image, la tache de naissance apparaît sur son visage. À présent, il se rend compte que CW postait sur le profil de Madison depuis des semaines, sans que personne ne l'ait jamais remarqué.
Il est temps d'obtenir des réponses. Et Ryan retourne à la villa où CW et son petit ami étaient censés séjourner ensemble. Il regarde dans le placard et constate que tous ses vêtements ont disparu. Il trouve un sac à dos sur le lit. Et à l'intérieur, le journal de Madison. Il l'ouvre à la dernière page et il lit qu'elles ont pris un bateau pour se rendre sur une île déserte. Au moment même où il entend la moto de la jeune fille s'arrêter à l'extérieur. Quand elle descend les escaliers, il lui tend une embuscade et lui assène un coup sur la tête avec une petite statue de Bouddha. Elle se réveille attachée à une chaise, avec Ryan debout au-dessus d'elle, exigeant de connaître la vérité. Au début, elle essaie de jouer les innocentes, mais il lui jette le journal au visage, prouvant que le masque est tombé. Il lui dit qu'il pensait au départ qu'elle avait fait tout ça pour de l'argent. Mais après avoir accédé à son ordinateur, il a découvert qu'elle avait beaucoup d'argent et qu'elle avait dû voler l'identité de Madison juste pour une satisfaction personnelle tordue. Ryan menace d'appeler la police, mais CW rétorque que personne ne le croira. Et elle commence à le faire chanter avec de fausses preuves qu'il aurait été violent envers sa petite amie. En l'absence d'autres témoins, elle le met dans une situation délicate. Frustré, Ryan sort un couteau et lui demande ce qu'elle a fait à Madison. Elle lui répond qu'elle ne lui a absolument rien fait, mais qu'elle peut l'emmener jusqu'à elle. Elle conduit Ryan au quai et au bateau, mais dès qu'il baisse sa garde, elle se précipite sur lui et le jette à l'eau. Il la frappe avec son couteau, mais elle se place derrière lui et utilise ses liens pour l'étrangler, tuant ainsi Ryan et se libérant. Nous avons donc 3 victimes éliminées, mais l'histoire n'est pas encore terminée. Ok, Ryan, mon pote, comment as-tu pu laisser faire ça? T'as pas exactement le physique d'un combattant de MMA, c'est vrai, mais ça aurait dû être plus ou moins un combat à la loyale. Sans compter que tu l'avais mise KO, tu l'avais attachée et que tu avais un couteau. Explique-moi comment tu as réussi à perdre ce combat, s'il te plaît, parce que ça me semblait être une victoire garantie. Bon, il ne pouvait pas la tuer tout de suite, pas vrai? Parce qu'il ne savait toujours pas exactement ce qui se passait, où était Madison, ni même si elle était encore en vie. Je comprends. Mais quand on a la méchante en otage, c'est une question de bon sens de la faire marcher devant soi et de ne pas la quitter des yeux. Après avoir presque complètement démêlé tout le complot diabolique et avoir atteint la ligne d'arrivée, il a été tellement distrait par un petit bateau qu'il lui a donné l'occasion de le plaquer au sol dès qu'il a quitté le ponton. Et Ryan, t'as déjà vu un bateau, non? Garde les yeux ouverts, mec. Une fois qu'elle a commencé à essayer de l'étrangler sous l'eau, il était temps de se battre pour sa vie. Il ne voulait peut-être pas la tuer avant, mais à ce moment-là, c'était clairement devenu une question de vie ou de mort. Il fallait donc faire ce qu'il faut. En plus, il avait toujours le couteau. Mais il a décidé de seulement se débattre au lieu de la poignarder, pendant qu'elle le noyait lentement. Pourtant, il avait une super ouverture, incroyable. De toutes les tentatives pathétiques que j'ai vues, celle-ci bat tous les records. On dirait que Ryan fait dodo avec les poissons maintenant. Il s'en est fallu de peu pour elle. Et maintenant, il ne lui reste plus qu'à se débarrasser des corps et à trouver une autre victime sans méfiance. Mais il y a encore une dernière surprise qui nous attend avant que tout ça se termine. CW cache les corps de Jessica et Ryan sous une couverture sur son bateau, et elle rentre chez elle pour se laver. Grâce au compte de Madison, elle publie un message expliquant que Ryan était un homme violent, et en quelques heures, il est radié de partout. Après avoir fait le plein de jus d'orange et d'un bon McDouble, elle saute sur son bateau et se dirige vers l'île pour se débarrasser des corps. Tout semble se dérouler comme elle l'avait prévu. Mais quand elle arrive là-bas, elle remarque des signes de vie et plusieurs nouvelles marques de pointage ajoutées au rondin près du feu. Il y a quelqu'un d'autre ici. CW attrape une pelle et se met à fouiller les bois à la recherche de celui ou celle qui a décidé de camper sur son île de la mort. Elle avance jusqu'à ce qu'elle tombe sur 2 croix de fortune accrochées à la falaise. Et juste au moment où elle se retourne, surprise, Madison lui assène un grand coup de bâton sur la tête. Il semblerait qu'elle ne soit pas morte finalement. La fille essaie de s'enfuir en rampant, mais Madison lui donne un autre coup sur le visage qui la laisse complètement inconsciente. Quand elle se réveille enfin, elle entend le bruit du moteur du bateau et court jusqu'à la plage. Mais il est trop tard, Madison est déjà partie et CW ne peut s'empêcher de rire en regardant celle qui aurait dû être sa victime disparaître à l'horizon. Mais qu'auriez-vous fait ? Personnellement, je voyage beaucoup et je connais un peu le sujet parce que j'ai vu quelques films d'action interdits aux moins de 16 ans. Vous savez, garder l'otage devant vous, prévenir la police locale, ne pas laisser des étrangers vous accoster sur une plage, dans un bar de quartier, je le sais, point barre. Mais je veux dire, vous, qu'auriez-vous fait? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là,
Passez une excellente journée!